Bonjour à tous, je vous remercie de rester jusqu'à maintenant, à vendredi après-midi. J'ai essayé de faire une présentation très concrète sur les dystonies orofaciales. Donc, je suis ORL à l'hôpital Foch. Donc, les dystonies orofaciales sont principalement les dystonies oromandibulaires qui sont plus ou moins associées à des dystonies linguales. On verra que les deux sont différentes, mais elles sont souvent intriquées. Donc si on considère les dystonies oromandibulaires, alors je sais pas pourquoi ça passe souvent tout seul mes trucs, je sais pas pourquoi. Elles impliquent les muscles masticateurs ainsi que les muscles pauciers et les muscles péribuccaux. Les muscles masticateurs, c'est les muscles qui font mastiquer, donc qui font bouger la mâchoire et qui sont séparés en deux grands groupes. Il y a les muscles qui élèvent la mandibule, qui font serrer les dents, qui sont les muscles temporales, le muscle masséter, donc on connaît bien, et un muscle un peu plus profond, le muscle ptérygoïdien médial, qui est quasiment symétrique au masséter par rapport à la branche montante de la mandibule. Et les muscles donc qui abaissent la mandibule, donc qui font ouvrir la mâchoire, ce sont le muscle ptérygoïdien latéral, les muscles pauciers, les muscles platysma qui s'insèrent au niveau de la branche horizontale et de la clavicule, avec quelques fibres au niveau de la commissure labiale. Et on regroupe sous le nom de muscles sucioïdiens tous les muscles du plancher buccal, donc le génioglosse, le mylohyoïdien, etc., qui sont tous intriqués les uns avec les autres. On parlera des muscles sucioïdiens. Et donc, les patients qui ont une dystonie oromandibulaire, c'est vraiment des dystonies de fonction, c'est-à-dire que souvent, ils ont leurs mouvements anormaux propres à chaque tâche. Il y a des patients qui ont leurs mouvements dystoniques quand ils mangent debout et pas assis, d'autres quand ils marchent, d'autres au repos, d'autres à la parole. Donc forcément, il y a un retentissement socio-professionnel parce que ça impacte tous les moments assez agréables de la vie, papoter, manger, aller au resto. Les patients ont souvent un geste conjuratoire, donc on le voit dès qu'ils rentrent au cabinet, ils s'assient et paf, ils posent leur coude en bloquant leur mâchoire avec leurs mains. Donc ça, c'est pour pouvoir parler et bloquer leur mâchoire dans une certaine position. Ou souvent, ils ont un truc entre les dents. Des fois, juste avoir même un petit bout de compresse ou de tissu, c'est leur geste conjuratoire. Ça leur permet, au niveau proprioceptif, de sentir quelque chose entre leurs dents et donc de caler leur mâchoire. Mais souvent, c'est un ricola, c'est un noyau de cerise, c'est un bâton de sucette. Donc, le diagnostic est clinique. En général, bien sûr, on interroge le patient. En même temps, on le regarde parler. Après, on lui fait manger une madeleine. Et on fait toujours une nasofibroscopie pour regarder le pharyngolarynx, voir s'il y a des mouvements aussi anormaux à ce niveau-là. Et puis, regarder comment ils déglutissent. Donc, pendant qu'on met la caméra dans le nez, eh bien, on leur fait manger un peu de madeleine pour voir s'il y a des troubles de la déglutition associés ou si les mouvements, par exemple, dystoniques de la langue, les gênent dans la déglutition. Donc c'est vraiment important de le faire systématiquement. Dans la littérature, il y a plusieurs sous-types de dystonie oromandibulaire, mais bien sûr, dans la vraie vie, c'est jamais soit tout en fermeture, soit tout en ouverture. Il y a aussi des formes, on le verra, juste avec une déviation de la mâchoire ou une protrusion de la mâchoire. Donc les formes en ouverture, donc c'est les patients qui ont toujours la mâchoire qui s'ouvre trop. Et donc, comme je viens de le faire, souvent il y a une dysarthrie avec des patients qui sont parfois très difficiles à comprendre. Il y a des difficultés à la mastication puisqu'ils ont du mal à écraser leurs aliments, à serrer les dents pour mastiquer. Et donc des aliments mal mastiqués, ça donne des troubles de la déglutition. Des fois, ça donne mal à l'estomac, une digestion difficile. Ça donne une adaptation des textures. Ils ne peuvent pas manger de choses dures, donc ils se mettent à manger des trucs un peu liquides, semi-liquides, en bloquant leur mâchoire comme ça. Donc souvent, ça impacte pas mal leur morale et puis leur état nutritif. Parfois, les patients bavent, ça les gêne beaucoup. Et donc, je vous le disais, il y a souvent un amaigrissement. Donc, cette patiente qui a... Elle m'a cochennu ce matin par le train, qui avait 1 heure de retard, vous voyez. Au départ de Brest, on a eu 2 heures, puis en cours de route,
Allez, hop. Vous voyez que quand elle parle, en fait, elle a la mâchoire qui s'ouvre. Elle a même du mal à avoir des lèvres complètement hermétiques. Donc, on la comprend pas. On la comprend, mais pas très bien. Et surtout, elle a une contraction du muscle orbiculaire de la lèvre. En fait, c'est réactionnel. C'est parce que on a tous intuitivement envie d'avoir la bouche hermétique. En fait, c'est très rare quand on est comme ça. Donc on a tous envie de fermer nos lèvres et elle, pour fermer ses lèvres, elle est obligée de les contracter, donc ça lui donne cet aspect très contracté des lèvres. Donc des fois quand on voit des patients comme ça et qu'on a notre seringue de toxines dans la main, on a envie de lui faire un truc au niveau des lèvres, mais pas du tout. En fait, il faut déjà essayer de lui fermer la mâchoire. Cette patiente a aussi une mâchoire, bon là elle parle, je vais couper le son, un peu instable, avec notamment aussi une protrusion de la langue qui est associée. Elle décrit une gêne avec une sensation de mouvement permanent de sa mâchoire en ouverture. Ce patient, c'est intéressant parce que quand il mange comme vous et moi. Il n'a aucun problème pour manger sa madeleine. Mais en revanche, quand il parle, j'ai appelé un taxi. Et on voit qu'il a sa dystonie avec une tension des muscles possibles, donc qui sont les muscles qui ouvrent la mâchoire. Qui m'a fait venir et des mouvements faciaux associés avec une tension au niveau de ses lèvres, peut-être les commissures qui sont un peu tirées vers le bas à cause de la tension des muscles possiers. Cette patiente, elle a plutôt la mâchoire en rétrusion. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, elle a du mal à l'élocution. Et quand elle se force à serrer les dents, on la comprend beaucoup mieux, vous allez voir. Beaucoup de bouchons arrivés sur Paris même. D'accord, maintenant parlez en serrant les dents. Alors voilà, on est venu donc en voiture. Il y avait beaucoup de circulation et arrivé sur Paris. Voilà, toujours des problèmes de circulation. Voilà. Donc cette dame, elle a une tension des muscles possiers qui lui tire la mandibule et les commissures vers le bas. Mais il faut que je contrôle ma bouche et ma respiration de façon à ce que... Cette patiente, elle a du mal à manger sa madeleine parce que elle a du mal à... Quand vous regardez, à aucun moment ses lèvres ne se ferment. Et pour ramollir sa madeleine, en fait, elle utilise sa langue et elle écrase sa madeleine à l'intérieur de ses joues, en fait, pour pouvoir après la déglutir. Donc, c'est des patients qui sont gênés parce que des fois, ils disent « Ah, je m'en mets partout, je suis obligée de mettre ma... » Des fois, même leur main ne suffit pas pour qu'ils puissent garder les aliments intégralement dans leur bouche. Voilà, cette patiente aussi, vous allez voir, elle a les possiers... Je sais pas pourquoi ça... Les possiers qui tirent. Donc, vous voyez, c'est compliqué de manger, c'est un effort. Souvent, il dit c'est fatigant de manger, ça me demande beaucoup d'énergie. Donc, il mange moins qu'avant, il maigrisse beaucoup. Ce patient, il n'a pas qu'une dystonie mandibulaire, il a une composante cervicale. Lui, il a une vraie protrusion de la langue aussi. Un truc bleu qui n'a pas du tout... Que dire de plus? Racontez un petit peu l'histoire de votre dystonie. Voilà, cette patiente, alors c'est pareil, elle s'en met toujours partout. Elle, je la vois souvent, elle est malheureuse parce qu'elle adore les concombres et impossible de manger un concombre en fait. C'est le malheur un peu de sa dystonie. Elle aime beaucoup les crudités et elle ne peut pas mastiquer des crudités. Et pour gêner finalement, ça me gêne moins. Pour parler, pardon. Non, pour parler, ça me gêne moins. Mais au début, avant que je voie l'orthophoniste, je parlais peu. Voilà. Cette patiente, en fait, quand elle... alors, j'ai pas mis quand elle parle sans aucun problème. Et en fait, c'est assez particulier parce que quand elle mange... donc, elle a une forme en ouverture parce qu'elle a du mal à écraser sa madeleine. Même ça, c'est difficile. Ah oui, bah là, mais elle parle en fermeture. Ah, ok. Elle parle comme ça et elle a du mal à manger sa madeleine. Et elle,
c'est un peu atypique parce qu'elle préfère manger des aliments durs. Le fait d'avoir du dur entre ses dents, ça lui stimule la mastication. Voilà. Ensuite, il y a la forme en fermeture. Donc, vous avez compris, c'est des patients qui ont du mal à ouvrir la bouche à cause de leur mouvement dystonique. Donc, la mastication, elle est difficile aussi parce que pour mastiquer, faut ouvrir et fermer. Même des fois, rien que de mettre la fourchette dans leur bouche, c'est compliqué. Ils croquent leur fourchette. Ça engendre des douleurs plus par morsure. Ils se mordent l'intérieur de la joue, leur langue, les lèvres. Il y a des conséquences dentaires, pas tant parce qu'ils s'abîment les dents, mais surtout parce que aller chez le dentiste est un enfer. Ils peuvent pas rester 20 minutes la bouche ouverte. Le dentiste ne connaissant pas la dystonie oromandibulaire, c'est normal, s'agace. Donc ils vont plus chez le dentiste et donc ils n'arrivent pas à avoir un bon état bucco-dentaire. Ça crée une dysarthrie mais qui est plus facile à comprendre parce qu'on comprend mieux les gens quand ils parlent comme ça. Et c'est différent bien sûr du bruxisme qui n'est pas une dystonie et qui est plutôt prédominant la nuit. Donc cette patiente, elle a une forme, enfin c'est compliqué cette patiente, mais j'ai l'impression qu'elle a plutôt une forme en fermeture parce qu'elle parle comme ça. Mais alors, elle a les paussiers qui tirent, là. Et je pense que c'est plutôt réactionnel, c'est-à-dire qu'ils tirent pour tenter d'ouvrir la mâchoire. Donc, elle, je lui injecterais plutôt les muscles élévateurs de la mandibule dans un premier temps. Et on verra après pour les platysmas. Et elle, c'est un super exemple. Donc, elle parle en fermeture avec la commissure qui tire un peu aussi. Voilà. Et par contre, la Madeleine, nickel. Mastiquer, c'est pas compliqué. Même si, par exemple, vous voulez manger une banane ou un sandwich, un gros bout de pain, vous arrivez à le prendre. Voilà, c'est bon. Cette patiente, elle a donc... ensuite, il y a des formes en déduction, c'est des formes avec une latérodéviation de la mâchoire. Donc elle, on voit qu'elle a une déviation de la mâchoire vers sa droite. Donc quand elle mange, et aussi quand elle parle. Je suis obligée de faire fond, donc je viens de vous aider de la main. Et donc souvent ça engendre des douleurs, parce que ça tire plus d'un côté, il y a des articulations temporomandibulaires qui souffrent un peu, donc c'est plutôt des douleurs mécaniques. Et puis cette patiente, elle a aussi une déduction, mais plutôt en fermeture. Les dystonies linguales, c'est plus compliqué à diagnostiquer et à un peu identifier, parce que la langue est dans la bouche. Et en fait, les patients, ils disent pas j'ai une protrusion de ma langue, ils disent j'ai l'impression d'avoir la langue trop grosse dans ma bouche, je sais pas quoi faire de ma langue. Puis en fait, on n'y pense pas à sa langue normalement. Leur langue répond pas bien, ou des fois ils disent en fait ils ont du mal à vidanger l'intérieur de leur joue quand ils mangent. Ça c'est parce que leur langue elle fait pas bien son boulot de venir récupérer les aliments. Mais globalement, il y a soit la protrusion de la langue, donc comme le patient d'avant, la langue a toujours tendance à vouloir sortir. La rétraction, c'est le contraire, c'est des patients qui ont du mal à tirer la langue, ils sont toujours un peu à couler comme ça sur le plancher. L'enroulement, c'est la langue qui fait une petite vague comme ça sur le côté. Et la latérodéviation, c'est un patient qui a toujours envie de mettre sa langue sur la droite ou sur la gauche. Et souvent, on le sait quand on demande aux patients, est-ce que vous mordez la langue? Si oui, de quel côté? Si c'est toujours le même côté, c'est qu'on se doute que sa langue, elle vient se loger entre les dents, toujours du côté droit, par exemple. Donc, le traitement, bien sûr, c'est de la toxine botulique. Et c'est quand même bien, c'est pas évident, mais d'avoir un dentiste ou un occlusodontiste qu'on connaît, qui connaît la maladie, parce qu'il peut déjà, être un peu plus attentif à la dystonie quand il fait juste des soins, des tartrages, caries, etc. Ils peuvent prescrire des petites, alors pas forcément comme ça, mais des gouttières, des fois juste des cales que les patients mettent au fond de leur arcade, là au niveau des molaires. Ça joue le rôle du Ricola, hein. C'est un peu meilleur pour les dents. Ils se mettent ça dans la journée, ça les cale un peu. Des trucs tout fins en silicone. Et puis surtout, on sait que c'est un peu comme dans le bruxisme, il faut avoir des dents. Si on n'a pas de dents, par exemple, si j'ai pas de dents en bas à droite, j'arrive pas à caler ma mâchoire. Donc c'est pire. Les patients, ils cherchent leur articuler constamment. Et c'est un peu le cercle vicieux. Mais quelqu'un qui bouge tout le temps, il a tendance à faire se déchausser ses dents. Mais il faut quand même lui mettre des bridges ou des implants. Donc il faut vraiment qu'on joue avec la toxine, avec le dentiste, pour que les patients ils aient un bon état bucco-dentaire.
Donc là, je vous ai mis des exemples. Par exemple, les patients qui ont une dystonie en ouverture, je leur injecterai ces muscles-là en premier. Donc, avec les doses, mais c'est vraiment des doses que, voilà, que je fais moi, mais c'est vraiment mon expérience. Hein. Voilà, les ptérygoïdiens, les succioïdiens, je fais sous guidage électromyographique. Donc là, les succioïdiens, en fait, c'est pas très compliqué. Je prends à peu près à 1 cm derrière le menton, 1 cm par rapport à la médiane. Et puis, je fais ouvrir la bouche et tirer la langue. Et puis, je prends, bon, voilà, l'EMG quand ça crépite bien. Le ptérygoïdien latéral, bon, c'est un peu plus impressionnant pour les patients, mais ils ne voient pas. Donc, je me mets devant l'articulation temporomandibulaire et en fait, on va tout droit. Et ensuite, on fait ouvrir la mâchoire au patient. Ouvrez. Voilà, et on joue un peu sur quelques millimètres. Voilà, hop, je suis dedans. Et les platysmas, bon, je fais avec une aiguille jaune et en fait, on prend. C'est sous la peau, hein, les platysmas, c'est des muscles qui sont très fins, qui sont juste sous le panicule adipeux. Et donc, en fermeture, j'injecterai les masséters, les temporaux et les ptérygoïdiens médians. Donc masséter, les ptérygoïdiens médians, on prend l'angle mandibulaire, on se met 1 cm devant et ensuite on longe la branche montante de la mandibule. Pareil, c'est pas mal de le faire sous EMG. Les temporaux, masséter, pas forcément besoin. Et dans la déduction, par exemple, si ma patiente qui a sa mâchoire qui part à droite, il faut injecter les ptérygoïdiens gauche, les contralatéraux. C'est eux qui tirent et qui font partir la mâchoire à droite. Dystonie linguale, plus difficile à traiter. Bon, déjà, ça c'est plus difficile à traiter. Je vous invite à lire l'article là de Yoshida, une équipe japonaise qui a très bien décrit. C'est de cet article dont sont tirés les dessins. Donc, dans la protrusion, les génioglosses, comme je vous disais, j'aimerais bien savoir qui est sûr d'être dans le génioglosse quand il injecte. Et en fait, c'est très bien, il a mis des repères anatomiques pour être dans le muscle a priori génioglosse. Dans les latéraux-déviations, on pique dans la langue carrément. Donc là, moi, je mettrais à peu près 3, 5, 6 unités par point. Donc ça fait des petits hématomes, voilà, c'est un peu vascularisé. Et pareil, en roulement, on pique dans la langue directement. Et dans les rétractions, là, il faut aller un petit peu plus profond. Donc là, c'est pas mal à l'EMG. On se met là où je piquais et ensuite on voit un peu, dès que le patient il a tendance à faire son mouvement en rétraction et que ça crépite, pof, on injecte. Donc la toxine botulique, vous connaissez. Dans la mâchoire, il faut vraiment juste prévenir des effets secondaires qui sont possibles, mais toujours transitoires. Parce qu'il y a quand même des troubles de la déglutition qui sont possibles. Qu'on peut pas, voilà, on fait des petites doses, mais ils peuvent quand même avoir leurs troubles de la déglutition. Donc il faut leur dire, vous pouvez avoir l'impression d'avoir des aliments qui sont coincés derrière, il faut boire un petit peu. Et sinon, insuffisance vélaire et asymétrie faciale, c'est très rare, donc moi je leur en parle pas. Et bien sûr, comme je dis dans ma conclusion, il faut toujours, mais c'est comme à chaque fois qu'on fait de la toxine, il faut toujours refaire le point avant chaque injection sur la gêne du patient, parce que je trouve que dans les dystonies oromandibulaires, c'est pas rare que en fait, cliniquement, les muscles impactés soient pas les mêmes. C'est pas rare que au début de la maladie, on injecte les muscles qui ferment la mâchoire, et puis en fait, on se rend compte qu'au bout de 10 ans, c'est plutôt une forme en ouverture. Donc c'est ce qu'on appelle les formes mixtes, c'est des formes qui varient au cours du temps. Les formes en fermeture sont de meilleurs pronostics. Et donc je vous disais, c'est pas mal d'être une prise en charge pluridisciplinaire, notamment avec des dentistes qui connaissent un peu la dystonie. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci pour votre présentation, parce que c'est un peu pas très fréquent qu'on ait ce type de présentation, on ne connaît pas très bien. Et en fait, surtout chez les personnes âgées, on en voit beaucoup. Donc, est-ce que vous avez une population de patients qui ont une dystonie plutôt idiopathique, un peu comme les dystonies cervicales, ou est-ce que c'est plutôt intégré dans des pathologies neurologiques plus globales? Oui, alors je l'avais sauté cette diapo, mais oui, je vois beaucoup de dystonie focale idiopathique. Beaucoup moins de dystonie généralisée.
Je vois aussi beaucoup de tremblements de la mâchoire qui, pour le coup, sont chez les personnes âgées, par exemple, qui sont très difficiles à traiter. Même sous guidage EMG, quand on essaye de chercher le muscle qui tremble, en fait, comme tous les muscles tremblent, on a envie de tout injecter, mais on ne peut pas. Mais la dystonie neuromandibulaire, ça reste une dystonie. Bon, il y a le syndrome de Mèche, vous savez, avec les pharospasmes associés. Souvent, il y a une dystonie cervicale, mais ça s'arrête là. C'est souvent très focal. Et la fréquence par rapport aux dystonies cervicales? Je sais pas, incapable de vous le dire franchement. Alors moi j'ai un biais parce que je vois surtout les formes en ouverture, parce que je pense que les neurologues injectent plus les formes en ouverture, et en ouverture, comme il y a le ptérygoïdien, je pense que je vois plus les ouvertures, qui sont de moins bons pronostics. Forcément. Oui. La rééducation orthophonique, alors je les encourage tous à faire rééducation orthophonique ou kiné. Souvent la kiné les aide presque plus, parce que même si la dystonie en soi fait pas mal, au bout d'un moment il y a quand même des douleurs au niveau des articulations temporomandibulaires, des craquements. Donc je pense que la kiné maxillofaciale est plus utile chez ce type de patient. Merci beaucoup.